Madame la ministre, Madame la députée, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Madame la députée européenne, Monsieur le président de Prébocage Intercom, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le directeur de l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine, Madame la directrice de recherche du CNRS, Madame la professeure des universités, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir, Madame la ministre, que je vous accueille aujourd'hui dans notre salle du conseil de notre petite commune, et je dois vous l'avouer, quelque peu ému. J'ai le souvenir de notre première rencontre, il y a déjà 3 ans, dans les salons du ministère de l'Intérieur, à l'occasion d'une invitation lors du salon annuel des maires, et dont la réception se déroulait sous les coups d'archet d'un orchestre de chambre, accompagnant les convives jusqu'au buffet. J'en garde un merveilleux souvenir. Je n'ai pas l'occasion de vous rendre un pareil accueil, mais le plaisir de vous voir, soyez-en sûrs, n'en est pas moins sincère. Caumont-sur-Orre est une commune nouvelle de 2400 habitants, regroupant les communes historiques de Caumont-les-Ventés, de Livry, dont je salue la présence de son maire délégué Michel Poré, et de la Vacquerie, représentée par Nathalie Anico, ancrée dans la réalité du prébocage, s'étendant sur près de 40 km² et regroupant plus de 80 entreprises ou artisans et pas moins de 40 associations. 2 écoles sont présentes sur la commune, une école maternelle de 100 élèves et une école primaire de 160 enfants, ainsi qu'un collège de près de 400 élèves. Sur le plan culturel, la vie associative, riche et variée, anime la vie communale par de nombreuses manifestations. Peinture, musique, danse, salon du vin et de la gastronomie, atelier scrapbooking, café-débat philosophique, atelier bébé lecteur, etc. Sur le plan touristique, la commune, riche de son passé d'exploitation d'ardoise, présente un musée sur cette singularité géologique, le Soutéroscope, et par ailleurs un jardin remarquable, les jardins d'Albizia, complètent le paysage touristique auprès duquel des maisons et chambres d'hôtes sur l'ensemble du territoire communal assurent l'accueil d'un public nombreux en quête de tranquillité et de sport, randonnée, VTT et même cheval. Enfin, un EHPAD de 113 lits est ouvert depuis 3 ans dans des locaux neufs à l'entrée de la commune, tandis qu'un projet de résidence senior d'une 30aine de studios devrait voir le jour dans les mois qui viennent. Détruit en partie par les bombardements de 1945, le centre de Caumont est à l'image de ces villes de la reconstruction, au passé riche et traditionnel, mais devant relever les défis nombreux du XXIe siècle. Défis écologiques, dont l'enjeu est devenu une priorité absolue, défis numériques et la résolution de la fracture qu'il génère dans nos campagnes parfois délaissées, défis démographiques, et ce critère à lui seul pose la place de nos petites communes face aux grandes agglomérations, générationnels, ou comment concilier les attentes d'une jeunesse en quête de plus en plus de services et une population vieillissante, soucieuse de profiter d'un bien-être à domicile le plus longtemps possible, défis de mobilité, défis de solidarité, bien sûr, de citoyenneté, de proximité et bien d'autres encore. Un examen critique de notre commune montrant la faible médiane du revenu disponible par rapport au niveau national et la faible part des ménages imposés, aux alentours de 35%, quand la moyenne nationale est de 52%, nous oblige à repenser nos dispositifs d'accès aux droits et aux soins, ainsi que nos mesures d'accompagnement social, afin de permettre les meilleures conditions de vie possibles, malgré ces faibles revenus. Sur le plan de la mobilité, 12% des ménages n'ont pas de voiture, alors qu'il nous faut constater l'absence de réels réseaux de transport en commun sur le territoire. Ainsi, en l'absence d'un véhicule ou d'un permis de conduire, les personnes se retrouvent en situation d'enclavement et dans l'incapacité de se rendre au rendez-vous d'insertion professionnelle, de suivi médico-social, et bien entendu, l'accès à la culture n'en est que plus difficile. Un dernier chiffre, 44% des personnes non scolarisées de plus de 15 ans sont sans aucun diplôme ou au plus le brevet des collèges. Ce chiffre est à comparer avec le même indicateur national de 29% ou départemental de 31%. Donc malgré des atouts indéniables et un potentiel extraordinaire, notre commune présente une vulnérabilité que nous devons prendre en compte
en trouvant des solutions adaptées au plus près des besoins de sa population. C'est donc un formidable défi qui nous attend. Et si nous voulons réussir à bâtir le monde de demain, c'est ce que nous devons faire. Cette cohésion des territoires que vous incarnez au sein du gouvernement est essentielle dans le renforcement du lien social, de l'insertion et du développement économique, de la préservation du cadre de vie et de l'accès aux services. Je voudrais une nouvelle fois vous remercier de votre présence, marquant l'intérêt que vous portez à des territoires autrefois oubliés. Vous l'aurez compris, nous inscrivons notre démarche dans une vision globale de ce que doivent être nos communes, dont l'enjeu majeur demeure le maintien et le développement de notre population. Sans un effort sur le dynamisme urbain, l'avenir des commerces et de l'habitat sera à court terme remis en cause. Cette nécessité est d'autant plus cruciale que des investissements structurants sont déjà en cours de réalisation. La création d'un pôle de santé porté par notre intercommunalité et dont les travaux débutent dans quelques jours, rénovation du collège financé par notre département à hauteur de 6 millions d'euros et bien sûr, construction de notre future maison citoyenne, tiers-lieu, comme vous l'appeliez avec juste raison, qui verra le jour dans ce grand bâtiment du milieu du 19e que nous avons visité à l'instant. Ce projet de maison citoyenne est ambitieux, novateur et structurant socialement. Il permet de construire le service public à travers une approche moderne, conciliant à la fois le regroupement au sein d'une structure dédiée, l'ensemble des services à la population, sorte de guichet unique, et dans le même temps, organisant un environnement social ouvert à la culture, au partage et aux échanges intergénérationnels. C'est en effet la réalisation d'un vrai centre de vie sociale que se propose d'être cette maison, en intégrant une maison France Service, une médiathèque et sa microfolie. Cette proposition tente à donner aux habitants un véritable sens à l'action publique, en mutualisant les ressources pour offrir un espace tourné exclusivement vers les besoins de sa population. Il ne s'agit en aucun cas de hiérarchiser les priorités. Le service public est unique, en ce sens qu'il doit répondre à une demande globale et universelle, celle d'améliorer le cadre de vie de ses citoyens. La coexistence des services sociaux, culturels et administratifs est un défi auquel nous avons la responsabilité de répondre. Véritable lieu de vie, cette maison citoyenne sera au carrefour de la vie sociale. Regroupement des services publics administratifs, vie sociale, vie culturelle, enfants, parents, seniors, accueil social, partage de la vie en commun, rencontres, lutte contre l'isolement. Cette construction imagine le monde de demain, tourné résolument vers l'humain et plaçant l'individu au centre de nos préoccupations. C'est dans ce contexte que nous avons soumis notre candidature au programme Petites Villes de demain, qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l'environnement. Le plan de relance du gouvernement accorde une place significative et sans précédent dans la restructuration de nos communes, sur 3 axes majeurs que sont l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Aux côtés de Caumont-sur-Orge, 2 autres villes ont été retenues sur notre territoire dans le programme des petites villes de demain, les Monts-Donnés et Villers-Bocage, justifiant une vision intercommunale de ce programme dont l'accompagnement sur 6 ans permettra de réduire la vulnérabilité de nos territoires. Le dynamisme assumé dans la recherche permanente de solutions innovantes nous a sans doute permis d'être identifiés pour l'appel à projet POPSU, territoire, petites villes et campagnes au cœur d'un nouveau récit territorial. Et je remercie M. Pierre Bergel de l'Université de Caen et les services de la DDTM pour leur médiation. Nous avons le plaisir d'apprendre que le projet intitulé « Co-construire un programme local d'inclusion sociale et générationnelle, recherche-action dans une commune nouvelle en construction, Caumont-sur-Orge », portant donc sur notre commune, figurait parmi les lauréats de cette 3e session du programme POPSU Territoire. Je partage bien sûr ce plaisir avec mes collègues, maires venus ce matin, et plus particulièrement Mme Sandrine Costra, maire de Vologne, Mme Claire Thévenot, présidente de la communauté de communes de Nozay, et de M. Marc-André Sabater, maire de Vire-Normandie et président de la communauté de communes de la Vire-au-Noireau. Qu'ils soient remerciés de leur présence. J'adresse également mes remerciements à M. Hoffner,
Madame Jaillet et Madame Régnier, pour l'animation de cet appel national de POPSU Territoire. Et je salue la présence de Madame la députée Sandra Marceau pour ses travaux dans le cadre de la Commission de développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Je ne vous cache pas que le cumul du label Petite Ville de demain et POPSU Territoire m'a donné un petit moment de fierté, même si j'ai conscience de tout le travail qui nous attend désormais pour être à la hauteur des enjeux. Beaumarchais disait « La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre ». Eh bien voilà ce qui doit conduire notre action. Ne jamais baisser les bras, avoir confiance en nos forces vives du territoire, croire que c'est ensemble que nous réussirons et non pas chacun de notre côté. Et surtout, avoir l'humilité de penser que ce que nous faisons n'est pas pour nous, mais pour les générations futures. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, je pourrais passer des heures à vous parler des projets, de mes envies, de ma vision pour la commune, du patrimoine, de la culture. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai une tendance à trop parler. Alors je vais abréger mon discours. Mais je ne voudrais pas le terminer sans remercier toutes celles et ceux qui nous font confiance. Et en premier lieu, Monsieur le préfet Philippe Cour et Monsieur le sous-préfet Pierre-Emmanuel Simon, attentifs à la qualité des projets que nous formalisons. À la région et au département, qui, par leurs investissements et leurs subventions, apportent un soutien sans faille à notre commune. Et bien sûr, après Bocage Intercom et à son président Gérard Leguet, sans qui rien ne serait possible. Je salue bien sûr pour leurs conseils et leur présence mon ami Bertrand Bouix, député, notre députée européenne, Stéphanie Young-Courtin, qui réussit à conjuguer Europe et territoire régional, et puis aussi Sonia de la Provoté, sénatrice, toujours attentive à venir dans notre commune. Je ne vous mentirai pas, la volonté et l'énergie ne suffisent pas. Le nerf de la guerre reste l'argent. Et, chère Jacqueline Gouraud, si je vous ai convaincu de l'importance des projets exposés, peut-être serez-vous sensible à ce que nous trouvions ensemble des financements adaptés pour leur réalisation. Voilà, je crois qu'il est temps que je cède la parole. Je vous suis extrêmement reconnaissant à toutes et tous de votre présence ce matin et je vous remercie pour votre écoute. Madame la ministre, monsieur le maire, chers amis, très rapidement quelques mots pour essayer de vous expliquer ce programme POPSU. Donc, je suis Jean-Marc Hoffner. Mon travail principal, c'est de diriger l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine. Et puis, j'ai la grande chance de présider ce programme de recherche passionnant parce qu'il est à la fois très, très audacieux scientifiquement et très ambitieux politiquement. Finalement, ce programme, il a, sans fausse modestie, une ambition un peu folle, c'est de réconcilier, réenchanter un dialogue entre la compréhension et l'action. Un dialogue qui est peut-être un peu mis à mal depuis quelques années. Il y a deux orientations pour concrétiser cet objectif. D'abord avec un slogan un peu facile, mais je l'espère percutant, pas de zone blanche pour la matière grise. L'idée que l'ingénierie territoriale, l'expertise territoriale doit légitimement être partout et pour tous. Et pour le coup, il y a quand même du travail à faire parce que c'est vrai qu'on a plutôt une concentration de cette expertise sur les grandes villes ou les métropoles. Alors qu'on l'a vu, monsieur le maire, les envies de projets, de transformation, d'innovation sont pour leur part tout à fait disséminées sur l'ensemble de la France. Ensuite, il s'agit, l'expression est souvent employée, mais elle me semble parlante, d'organiser des circuits courts. Circuits courts, en l'occurrence, entre le monde de la recherche et entre les acteurs locaux. Alors, entre des acteurs qui se veulent à juste titre pragmatiques, mais le pragmatisme, ça passe par une recherche d'efficacité, donc de compréhension, d'intelligibilité, et puis des chercheurs qui certes sont là pour produire un savoir, mais en tout cas en ce qui concerne ceux de POPSU, sont là pour avoir envie de produire un savoir opératoire, un savoir actif,
qui puisse être directement et facilement mobilisé dans les actions publiques du moment. Alors, pour avoir été moi-même chercheur pendant de longues décennies, je sais que les chercheurs et leur jargon, leurs mots compliqués n'ont pas toujours bonne presse, et on peut le comprendre. Mais je peux vous assurer que les chercheurs de POPSU, bien sélectionnés, ne tombent pas dans ces travers, et qu'ils ont, depuis quelques années, puisque POPSU Territoire, nous en sommes au troisième round, depuis quelques années, montré leur rapport. Alors leur rapport, c'est une parole libre, ce qui n'est pas un vain mot dans ces moments où parfois les relations entre techniciens et élus peuvent être un peu compliquées, un regard inédit, des méthodes renouvelées, un accompagnement qui peut être à la carte, les chercheurs sont finalement assez disponibles, un goût pour la prospective, et puis ce qu'on pourrait appeler un gai savoir qui a envie d'être partagé. Ces chercheurs aussi, ils ont envie d'apprendre des territoires, dans une position de symétrie. Chacun apporte ses connaissances. Et donc, ils sont là pour construire ce qu'on appelle, mais la formule est vraie, une intelligence forcément collective de ces territoires. Chacun apporte ses connaissances, son expérience, et l'expérience, c'est l'expertise des uns et des autres. La démarche POPSU, on l'a bien vu ces 2 dernières années, c'est aussi une capacité à créer, à mobiliser pour des moments importants, des moments intenses, des façons de catalyser un peu des énergies de façon rapide et efficace. Ça passe par la création d'espaces d'échange, ça passe par des connaissances produites collectivement autour de déambulations sur les terrains concernés, des événements qui peuvent se vouloir à la fois cognitifs et festifs. À POPSU, on aime assez ce genre de démarche. Et puis organiser des controverses quand il le faut, mais des controverses qui peuvent être et doivent être constructives. En un mot, cette idée d'intelligibilité partagée et de créativité locale. On insiste beaucoup là-dessus par rapport, là encore, à des processus techniques qui peuvent être standardisés. La créativité locale, elle est là, il faut s'en servir. Et je dirais, là encore, avec des formules peut-être un peu naïves, mais il faut l'être, une manière bienveillante et parfois joyeuse de penser ou de repenser l'action publique locale, comme on le dit aussi parfois dans les agences d'urbanisme, avec les pieds dans la boue et la tête dans les étoiles. C'est bien cette double envie qu'il faut partager. Alors, que se passe-t-il à Caumont, à Vire, dans le Calvados, dans ces petites villes et ces ruralités? Nous pensons que le monde contemporain s'y invente aussi, autant que dans les grandes villes et les métropoles. Vous l'avez dit, monsieur le maire, des enjeux démographiques, sociologiques, économiques, et ils sont là, comme ailleurs, avec autant de force, avec autant de quêtes d'inventivité pour les résoudre. Donc une infinie diversité de situations, et en même temps, on commence à le voir dans le programme POPSU Territoire, souvent des mécanismes similaires pour trouver de la vertu à faire travailler les gens ensemble, intensifier les relations au sein du territoire et intensifier aussi les relations, les complémentarités entre le territoire et son extérieur. C'est pour ça, il nous semble qu'au-delà de l'apport de POPSU Territoire pour les terrains concernés, il y a aussi à capitaliser nationalement. C'est bien un programme national pour continuer à progresser, accumuler des connaissances, proposer des études de cas, observer ces systèmes territoriaux et toujours dans leur interdépendance. On insiste beaucoup là-dessus. Oser regarder de l'autre côté du périmètre, de l'autre côté de la frontière, parce que
le succès est très souvent lié à des capacités de connexion avec le reste du monde. Vous me permettrez, et je vais aller vite, deux conclusions plus générales. Dans ce petit monde de l'aménagement, du développement local, ne le répétez pas, mais les propos technico-administratifs sont souvent un peu convenus, un peu décalés, un peu anachroniques. Et nous avons le sentiment que la recherche peut et doit être une force de renouvellement de ces propos, de ces discours, de ces méthodes, avec une expertise plus contextualisée, qui ne soit pas effectivement dans la standardisation de modèles, et plus anticipatrice, qui sache parler de l'avenir et ne pas simplement recopier le passé. Et je peux vous assurer qu'il y a des chercheurs, des doctorants, des étudiants qui sont là, prêts à participer à cette aventure du renouvellement de l'expertise territoriale avec je le répète en la présence de Fiona de Provoté, avec les agences d'urbanisme qui sont des compagnons de route importants dans ces affaires. Et puis, deuxième conclusion générale, là encore, ça peut choquer. Pour coordonner l'action collective, tout le monde est prêt à inventer 1000 procédures, 1000 organisations. Mais le plus simple pour fédérer, pour coordonner, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement peut-être le récit collectif. À travers un récit partagé, finalement, chacun s'aligne sur ce récit et peut coordonner ses actions. Et en l'occurrence, à POPSU, on croit beaucoup à l'importance de ces nouveaux récits territoriaux. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à ma voisine toulousaine, Marie-Christine Jaillet, qui est donc directrice de recherche au CNRS et qui est responsable du programme POPSU Métropole pour nous faire rêver avec de nouveaux récits territoriaux. Merci. Nous avons en effet l'ambition dans ce programme de construire un autre récit territorial que celui de la fracture territoriale. Le récent colloque qui s'est tenu à l'hôtel de Lassay a montré une inflexion réelle dans le discours des acteurs métropolitains, moins préoccupés d'attractivité, de concurrence, de rayonnement, que de la manière dont ils peuvent inscrire leur développement dans des coopérations avec les territoires qui les environnent. Alors bien sûr, on pourrait penser, craindre, qu'il ne s'agit là que d'une rhétorique pour répondre aux critiques dont les métropoles ont fait l'objet, prédatrices, égoïstes. Mais pour notre part, nous faisons le pari de la prendre au sérieux, considérant qu'elle tient à la crise des Gilets jaunes, aux effets de la pandémie et du confinement, et plus fondamentalement à ceux du réchauffement climatique. Ce retournement tient à un triple constat. Celui des limites du modèle compétition, attractivité, mondialisation qui fragilise les équilibres sociaux et accroît les inégalités sociales. Celui de leur vulnérabilité, ou dit autrement de leur dépendance, s'agissant des ressources qui leur sont nécessaires. Approvisionnement en eau, en énergie, en matériaux de construction, mais aussi pour nourrir leur population, autant de ressources localisées dans d'autres territoires que le leur et qui appellent de ce fait des modes de gestion face à l'exigence de sobriété reposant sur la coopération, les territoires ne voulant pas être réduits à la fonction de pourvoyeurs de ressources au profit des métropoles. Celui également de nouvelles aspirations sociales, par exemple pour le bien manger, ce qui suppose des produits de qualité et dont la traçabilité est assurée. Aspiration aussi pour un environnement moins minéral, pour un cadre de vie et des conditions de logement qui se sont trouvées, on le sait, par temps de pandémie et de confinement,
du moins pour celles et ceux qui le pouvaient, hors des métropoles, dans les espaces périurbains et ruraux, dans l'espace des petites villes et des villes moyennes, redevenues désirables là où l'habitabilité des métropoles a été fortement interrogée. On peut d'ailleurs penser que la généralisation du télétravail, certes aujourd'hui sous contrainte, est une expérience qui modifiera durablement les conditions de travail à venir et donnera probablement l'envie à celles et ceux qui le poursuivront, même à dose plus modérée, de revoir leur stratégie résidentielle. À l'épreuve de ces constats, la lecture des relations de dépendance peut s'inverser. On a beaucoup décrit des petites villes et des territoires dépendants pour leur développement des retombées de celui des métropoles. Il faudra désormais décrire des métropoles dépendantes de ces territoires contigus ou moins proches pour une part importante de leurs ressources, territoires dont les atouts sont donc bien réels. A minima, c'est de dépendance réciproque qu'il convient de parler, d'interdépendance au sein de systèmes territoriaux complexes qui articulent et mettent en relation métropoles, villes moyennes et petites, espaces ruraux et périurbains, chacun disposant de ressources et d'aménités, certes pas les mêmes, mais complémentaires. C'est donc à cette complémentarité qu'il faut travailler, qui organise une solidarité entre territoires, bien plus peut-être qu'à l'égalité entre territoires, du moins dès lors que l'égalité de considération leur est acquise. Et pour le moins, ce que l'on observe, c'est que cette complémentarité s'expérimente à travers des coopérations horizontales entre collectivités sous des formes diverses. Dialogue métropolitain ici, Parlement des territoires là, contrat de réciprocité, etc. Si de fait, la complémentarité entre territoires a toujours existé, ce qui est nouveau, c'est qu'elle est entrée en politique. Mais elle ne relève sans doute pas seulement de la capacité des collectivités à être actrices de ces coopérations entre territoires qui s'ébauchent, celles-ci supposant d'ailleurs une reconnaissance mutuelle de ce qu'ils s'apportent les uns aux autres, indépendamment de leur taille et de leur poids démographique, supposant aussi une ingénierie relationnelle. Elle relève aussi autant des coopérations qui se tissent entre acteurs économiques, acteurs de la société civile, que les collectivités peuvent accompagner, soutenir, faciliter. Ces transactions qui participent à réaménager le territoire n'exonèrent pas, bien sûr, l'État de ses responsabilités, par exemple en matière de services publics. Et parce que ces transactions intéressent aussi les départements et les régions, elles doivent, de bilatérales qu'elles sont aujourd'hui, devenir multilatérales. C'est donc bien à l'écriture de ce récit que les chercheurs, embarqués dans ces programmes avec les élus et les professionnels de l'urbain, de l'aménagement et du développement, souhaitent contribuer. Et je passe la parole à Hélène Régnier qui anime, elle, le programme POPSU Territoire. Merci, Marie-Christine. Bonjour à toutes et tous. Nous souhaitions, dans cette troisième séquence, donner la parole à des élus impliqués de différentes façons dans des projets POPSU Territoire. Sandra Marceau, vous êtes députée des Charentes, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale et membre du Conseil stratégique de POPSU. Marc-André Sabater, vous êtes maire de Vire, commune qui accueille un projet POPSU Territoire. Claire Théveniot,
vous êtes présidente de la communauté de communes de Nozay, en Loire-Atlantique. Vous accueillez un projet POPSU Territoire. Et je me tourne vers votre prénom, Sandrine Cosra, maire de Volonne, dans les Alpes de Haute-Provence. Et vous accueillez tout fraîchement un projet POPSU Territoire. Une question à chacun. On va commencer par les Alpes de Haute-Provence et Volonne. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans la technicité de ces projets, d'en dire deux mots et d'éclairer une facette de ce que peut apporter ces coopérations, ces croisements entre recherche et action. À Volonne, l'enjeu de votre territoire, l'enjeu central du projet est de repérer, identifier, comprendre les initiatives citoyennes pour qu'elles s'intègrent de plus en plus à l'action publique que vous avez envie de déployer sur votre commune. Pour ce faire, vous avez fait appel à la recherche en sciences sociales. Et ma question, c'est, vous aviez à disposition des mécanismes de démocratie participative qui ont été renforcés ces dernières années. Pourquoi avoir fait appel à la recherche et pas seulement à ces dispositifs existants ? Oui, merci Madame la Ministre, chers tous. Donc, bienvenue dans les Alpes de Haute-Provence, à Volonne, dans notre irrésistible territoire. Je crois que votre préfet pourra en témoigner, étant passé proche de chez nous récemment. Donc, dans un village, 1700 habitants, donc petit territoire s'il en est, qui peut être un quartier dans une petite ville, qui peut être une rue dans une grande ville, et pourtant, ou qui peut être aussi espace d'innovation. Donc, on a lancé un écoquartier en 2014 et l'objectif, je pense que c'est l'objectif de tout maire, c'était le lien social, maintenir les services, la proximité. Et nous nous sommes engagés en se disant, bon, il faut s'appuyer sur de la méthodologie. Donc la méthodologie, c'est la DDT qui nous l'a présentée à travers le programme Écoquartier, puis les réseaux du bâtir durable de la région à travers bâtiment durable méditerranéen, quartier durable méditerranéen. Et donc j'ai pu découvrir qu'en fait, s'appuyer sur de la méthodologie, sur des personnes qui ont étudié les sujets à fond, c'était très porteur et quelque part, ça nous faisait aller plus loin. Donc, on a pu se lancer dans ces démarches. Et les vertus que j'y ai trouvées, c'était à la fois les référentiels, mais aussi rencontrer des personnes engagées. Et c'est au cours de ces échanges que j'ai pu croiser l'espace universitaire, donc à travers une chercheuse qui m'a demandé si c'était possible de faire visiter notre village dès 2015, depuis la phase conception. Donc chaque année, on a reçu des classes de M1, M2, donc les masters, qui sont venus visiter chaque année, 2 fois par an, notre projet d'écoquartier, donc qui comprenait une maison de santé, un réseau de chaleur, des logements sociaux, tout ça en construction durable. Et donc, il s'est créé un lien. Et vous parliez de symétrie. Donc, je crois qu'on a cherché cette symétrie. C'est-à-dire que, d'un côté, on a apporté à travers la méthodologie, le cas concret qu'on proposait aux étudiants, les échanges aussi. Pour moi, j'ai toujours trouvé ça... je les accueillais personnellement, visite sur site, échange avec les étudiants. Et à un moment, il y a eu cette possibilité de POPSU. Et il s'avère que dans la finalité que nous avions, c'était, je vous l'ai dit au départ, c'est le lien social. C'était comment on arrive dans notre village, à travers un urbanisme durable, à créer plus de liens, plus d'initiatives. Et j'ai noté qu'il y avait de plus en plus d'initiatives dans le village, donc centrale photovoltaïque citoyenne, jardin partagé, création d'une gratuiterie, maintenant une fabriquerie sur le mouvement des makers. Donc des tas d'initiatives qui venaient des habitants, habiller les arbres avec de la laine par les tricoteuses. Enfin, et en fait, j'ai trouvé ça... vraiment sympathique, et je me suis dit, mais est-ce qu'en fait on n'est pas en train de changer
finalement notre façon de fonctionner. C'est-à-dire les habitants, leur façon de s'impliquer dans la ville, et nous, les élus, la façon d'accueillir leurs initiatives. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, on peut même encore aller plus loin, comme on a été plus loin avec les référentiels écoquartiers, avec la question de la recherche. Est-ce que ce mouvement n'est pas un mouvement social qui s'opère? Et j'ai trouvé très intéressant. Donc je vous confirme qu'à Vologne, pour nous, il n'y a pas de zone blanche pour la matière grise. Elle est la bienvenue et elle nous aide à avancer. Merci PopSu. Merci à vous. Je me tourne maintenant vers Claire Théveniot, Nozay, commune, petite commune de Loire-Atlantique. Le projet PopSu est centré sur la question de l'attractivité résidentielle de votre commune. Il y a une attractivité résidentielle. Vous avez fait appel à la recherche pour la qualifier, la comprendre, en comprendre les ressorts. Et ce qui a attiré mon attention sur le projet Nozay, c'est que PopSu s'inscrit dans un nuage d'expérimentation. Vous avez fait appel à l'atelier des territoires. Vous vous êtes inscrit dans un appel à projet urbain innovant, APUI Réinventer Rural. Vous êtes dans le réseau maintenant également des petites villes de demain. Et ma question était, quelle est la singularité, peut-être l'apport spécifique de PopSu Territoire dans cet ensemble de démarches qui ne sont pas atterries par hasard sur votre territoire, donc c'est qu'il y avait un certain volontarisme pour les faire venir. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre. C'est avec plaisir que j'apporte ce témoignage ici, on va dire quasiment comme une voisine. La Loire-Atlantique est à 2 pas. Et il faut rendre à César ce qui lui appartient. En l'occurrence, c'est notre AMO qui a candidaté pour nous dans le cadre de l'accompagnement du projet Réinventer Rural, premier Réinventer Rural à l'échelle nationale, qui a candidaté au programme PopSu. Nous, bien évidemment, très honnêtement, moi, je n'avais aucune connaissance de ce programme PopSu. Et faisant suite à cette démarche d'atelier des territoires sur le mieux vivre ensemble dans le périurbain, puisque nous nous situons, on va dire, quasiment à équidistance de Nantes et de Rennes, métropoles très dynamiques qui nous ont apporté beaucoup de population. Alors en cela, c'est très intéressant, mais derrière, ça ne suit pas forcément au niveau production d'habitat. Donc nous nous sommes lancés dans ce premier réinventé rural. C'est complètement nouveau pour nous et cet appel à la recherche par notre AMO nous permet de nous faire prendre un peu plus de recul, de nous faire réfléchir peut-être différemment. Non pas que les élus ne savent pas réfléchir, mais de temps en temps, ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est intéressant d'être accompagnés par des chercheurs, par d'autres qui nous voient différemment. Puisque moi, j'ai pour habitude de dire qu'on ne se voit jamais tel que l'on est. Bien évidemment, ce n'est pas facile. Et ça nous permet d'avoir ce retour différent et de construire les choses peut-être de manière bien sûr innovante. On essaie de s'inscrire dans cette démarche-là et de faire en sorte de pouvoir apporter à d'autres territoires comme les nôtres, territoires ruraux. En l'occurrence, on est parti de se réinventer pour apporter quelque chose à toutes les communes de la communauté de communes, puisque c'est bien la communauté de communes qui est porteuse de ce réinventer rural, de faire en sorte que pour chacune de nos communes, on puisse accueillir tantôt un aménageur, tantôt un bailleur social, pour lesquels nous avions beaucoup de mal, vous l'avez dit très justement dans vos propos introductifs, à les faire venir, parce que bien évidemment, on ne les intéresse pas forcément. Et de cette façon-là, on invente les choses, c'est-à-dire qu'on les appelle à venir vers nous. Alors c'est compliqué, puisque évidemment, il y a tout à construire, ça n'existe pas de cette façon-là, dans ce sens-là. Nozay a été retenu, c'est la commune-centre, a été retenue petite ville de demain. On espère que ces dispositifs vont venir en complémentarité pour accélérer cette organisation et cette mise en œuvre, parce que derrière, bien évidemment, on a besoin de moyens. Et ils sont là, les moyens, dans ces dispositifs Petite Ville de demain. Je l'espère, ORT, à l'échelle du territoire intercommunal. Alors ça, c'est un peu difficile à faire passer aussi dans les esprits, parce que ce n'est pas comme ça qu'on a l'habitude de travailler, en l'occurrence dans le projet, mais ce serait très intéressant pour nous, preuve, s'il fallait la faire, que ça puisse apporter à tout le monde. Et c'est bien le cas, et je pense que mes collègues se sont inscrits dans ces démarches-là, parce que ça,
comment dire, la perspective que ça puisse leur apporter. Et en termes de recherche, bien évidemment, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, et c'est extrêmement considérable en termes d'apport, ce que l'on peut retenir de cette organisation collective. Monsieur, tout à l'heure, vous avez utilisé le terme collectif. Moi, effectivement, je le mets en avant, mais aventure collective aussi, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et si les chercheurs peuvent nous accompagner dans cette aventure collective, bien évidemment, nous sommes preneurs. Merci à vous. Enchaînons. Marc-André Sabater, maire de Vire, Normandie. Le projet POPSU à Vire est centré sur les questions d'attractivité économique. Vire a une attractivité économique forte pour un territoire ayant ce profil. Et la recherche va vous permettre de produire des monographies d'entreprises sur le temps long pour essayer d'identifier, de caractériser les ressorts de cette attractivité économique. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, au-delà de ce travail qualitatif et de tout ce qu'il peut produire, comment envisagez-vous, comment pensez-vous cet apport de la recherche pour le transférer dans l'action publique ? Alors effectivement, donc très rapidement, le programme POPSU chez nous, c'est effectivement l'histoire, comprendre cette particularité de l'histoire industrielle du territoire, comment une ville qui a été détruite à 80% dans la nuit du 6 juin 1944 en est là aujourd'hui, avec sur l'ex-ville-centre, puisque nous avons fait une commune nouvelle de 11 500 habitants, 11 000 emplois, dont une grande majorité d'emplois industriels. Cette histoire-là, comment en est-on arrivé là ? Comment fonctionne l'écosystème ? On n'est pas du tout, nous, dans l'emprise des métropoles. On est à 60 km de Caen, 80 km de Rennes, donc on est vraiment hors emprise métropole. Comment ce territoire-là a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui, avec un tissu industriel extrêmement diversifié. Alors d'abord, le rôle des entrepreneurs, vous avez parlé de monographie, effectivement, l'entrepreneuriat, il est très fort. Chez nous, il se traduit d'ailleurs par des réinvestissements aujourd'hui d'entrepreneurs qui ont créé leur activité, qui l'ont développée, qui ont vendu leur affaire et qui réinvestissent sur l'immobilier. Avec le programme Action Cœur de Ville, par exemple, on est très accompagné sur des exemples comme celui-là. La main-d'œuvre aussi, comment on fait passer une main-d'œuvre qui est plutôt rurale dans la campagne, qui travaille dans les fermes, comment vient-elle travailler dans les entreprises de Vire ? Le rôle des élus tout au long de l'histoire, comment a fonctionné l'écosystème élu industriel, les questions d'attractivité, etc. Enfin, voilà, donc on a véritablement là un écosystème qu'il est important de comprendre. On est dans l'action tous les jours, et mes prédécesseurs aussi, les industriels aussi. Donc avoir une équipe de recherche qui vient nous aider à nous distancier pour comprendre cet écosystème est quelque chose pour nous de très important, d'autant plus que, alors je suis aussi président de l'intercom de la Viro-Noireau, qui est une intercom neuve, elle est née le 1er janvier 2017, avec 2 pôles industriels, et l'idée pour nous de faire un schéma de développement économique. Donc clairement, on a sollicité l'équipe de chercheurs dans le cadre d'une mission complémentaire pour pouvoir nous aider à faire le diagnostic préalable et à l'élaboration du schéma de développement économique. Donc on voit bien le lien d'abord entre le travail que vont faire les chercheurs, que font et que vont faire les chercheurs sur la ville-centre, le pôle central qui est Vire, puis aujourd'hui Vire Normandie comme une nouvelle. Mais comment on va pouvoir, je dirais, profiter de ce travail, des analyses qui vont être produites pour essayer de bâtir ensemble un schéma de développement économique à l'échelle de l'intercommunalité. Je pense que là, il y a une interaction extrêmement intéressante entre le devenir de ce territoire, le devenir de cette intercom et l'apport de l'équipe de chercheurs sur l'histoire. Faire le lien entre l'histoire industrielle d'un territoire et un avenir qui se construit aussi avec cette force industrielle. On est aussi territoire d'industrie, donc on a cet avenir à construire aussi, et s'appuyer sur le travail de recherche, c'est évidemment quelque chose d'important. Merci beaucoup. Pour conclure ce moment de table ronde, Sandra Marceau, alors avec un statut d'élu un peu différent, peut-être davantage en termes aussi en tant que membre du conseil stratégique de POPSU, quelques mots de conclusion. Vous avez participé au jury d'évaluation, à des moments transversaux, davantage à l'échelle nationale. Quelques mots de conclusion de cet échange ? Merci, je vais essayer de ne pas être longue et je vais faire très court, mais c'est vrai que c'est important pour les parlementaires d'être
très proche et j'ai une chance, et d'ailleurs je vous en remercie, de m'accueillir auprès de vous, les chercheurs. Moi, il se trouve que je suis urbaniste à la base, donc je viens de la planification. Et quand je suis arrivée au Parlement, j'ai vu tout l'enjeu de cette acculturation dont on a besoin aussi au Parlement, parce qu'on va voter des textes, n'est-ce pas, cher Bertrand, qui ont des conséquences sur l'aménagement du territoire. Et des textes, parfois, on ne se rend pas compte à quel point cela peut apporter des questions ou des changements de règles. Voilà, donc je le connais à la fois à l'Assemblée, mais aussi en tant qu'urbaniste en bureau d'études ou dans la planification. Nous en parlions ensemble. Moi, ce qui m'a toujours manqué, c'est un programme comme POPSU. Parce que vous avez dit des mots essentiels, l'apport, le partage de connaissances. En tout cas, souvent, pour bien planifier un projet, il faut d'abord savoir décrypter, partager cette acculturation. Et j'ai assisté notamment à Marseillan il y a maintenant un petit peu de temps avec le Covid, je ne sais plus en quelle année c'était, mais non, c'était en 2019, sur ces séminaires de co-construction qui sont très importants puisqu'il y a le temps de l'analyse, de l'enquête terrain et puis du partage dans ces séminaires où les chercheurs, les élus avec qui ils forment le tandem et les citoyens à Marseillan avec une problématique très spécifique de communes littorales touristiques qui vraiment explose en termes démographiques l'été et avec une conséquence sur les infrastructures très importante. Et donc ces séminaires-là sont très importants, y compris pour nous, parce que ça nous permet justement de côtoyer sur le terrain des problématiques et puis de se poser des questions quand on va voter des textes. Et là, on en a 2 qui arrivent, Madame la Ministre, enfin, je pense 2, vous nous direz. Donc la loi 4D, mais je pense que vous en parlerez, enfin, j'espère, nous attendons d'ailleurs avec Bertrand, et aussi la loi climat et résilience qui va parler justement de planification. Et donc, en amont, nous avons absolument besoin de cet angle de la recherche, comme vous l'avez très très bien exprimé et mieux que moi, mesdames et messieurs les élus, on a besoin de cet angle de la recherche pour nous permettre de prendre du recul, puis essayer de ne pas voter n'importe quoi, ou d'amender pas trop mal. Donc on attend... Non, mais il faut vraiment que ça soit vraiment dans la pratique et dans la compréhension sur les territoires. Moi, c'est vraiment mon credo et ma ligne. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour vos témoignages. Madame la Ministre, le suspense est à son comble. Pas de suspense. Pas de suspense, bien sûr, mais une ministre ravie, très heureuse d'avoir assisté à cette table ronde ce matin dans votre commune, monsieur le maire, de Caumont-sur-Orge, commune nouvelle. J'ai l'habitude de dire, maintenant c'est une nouvelle commune. C'est des subtilités auxquelles vous suivez mon regard. Je pense que vous comprenez. Très heureuse parce que tout le monde est représenté ici. Bien sûr, les parlementaires, que je remercie. Et on vient d'avoir une expression de Sandra, députée des Charentes, qui exprime bien aussi la nécessité pour les parlementaires du travail de terrain, parlementaires français et européens, chère madame, les élus locaux qui sont issus nombreux, bien évidemment, la matière grise, mesdames et messieurs les directeurs qui sont présents ici, et puis je remercie les élus de Alpes de Haute-Provence, de Loire-Atlantique, qui sont ici. Et cher ami de Vire, vous venez en voisin, si je puis dire. Et c'était très intéressant parce que, au fond, en vous écoutant, je ne vais pas reprendre ce que vous avez parfaitement dit. On s'aperçoit que la nécessité du travail en commun, de la synergie, est absolument essentielle entre les chercheurs, entre les parlementaires, les élus de terrain, les ministères, et bien sûr, tout cela représenté sur le terrain par les collectivités territoriales, bien évidemment, mais aussi l'État. Et je salue bien sûr le préfet Philippe Cour, qui, comme vous le savez peut-être,
comment dire, mais très cher. Quand on a lancé, peut-être vais-je commencer comme cela, le programme Petite Ville de demain, c'était l'idée qu'après Action Cœur de Ville, qui concernait les villes moyennes en France, les 222 villes moyennes, c'était l'idée que j'étais allée présenter au président de la République qu'il fallait aussi aider les petites villes qui jouent un rôle de centralité sur les territoires, et en particulier dans les territoires ruraux. Et le président de la République avait bien compris, bien sûr, l'intérêt de cette politique qu'il fallait mettre en place pour essayer de faire vivre, bien sûr, l'ensemble du territoire français et surtout aussi la ruralité, ces zones que vous avez dit parfois oubliées. Mais j'aime beaucoup aussi l'expression qui fait qu'on utilise maintenant des mots positifs, monsieur le directeur, et non pas arrêtons avec les mots de fracture, d'opposition, etc., pour effectivement créer des mots qui donnent espoir à ceux qui vivent sur ces territoires et apportons des réponses grâce à vos propositions et grâce aux élus qui administrent les territoires. Je crois que c'est très, très important et c'est la raison pour laquelle nous avons visé les villes de moins de 20 000 habitants et que j'ai absolument voulu qu'il n'y ait pas de chiffre minimum de population, c'est-à-dire il n'y a pas de plancher, avec la volonté effectivement de descendre dans des petites villes, parce qu'on sait très bien que la France est ainsi faite, qu'une ville de 19 000 ou 20 000 habitants joue un rôle de centralité très important, mais que dans certains départements, une commune de 1500 habitants joue un rôle de centralité et que si on ne soutient pas ces communes, c'est tout un maillage territorial qui peut disparaître. Alors avec chacun sa mission, vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, de POPSU Métropole, l'État doit apporter le service public, et c'est vrai, et que la politique de France Service est exactement, et c'est un projet que vous avez, monsieur le maire, j'ai bien entendu, très, très important. Et nous avons la chance, je le dis, d'être dans un département où, au fond, le conseil départemental avait anticipé cette politique de France Service en créant ce qu'on appelle les points info 14. Et qui nous a permis, au fond, de nous insérer dans une réalité déjà existante sur les territoires. Ce qui prouve, je le dis en passant, que l'État peut être intelligent et travailler en grande intelligence avec les collectivités territoriales, puisqu'il y avait un système déjà existant et un système qui marchait. Inutile de créer à côté un autre système, mais plutôt, c'est ce que le préfet a fait, bien évidemment, chercher à s'insérer et à installer, bien sûr, la notion de France Service dans les points info 14. Je fais la parenthèse, mais ça fait partie de ces synergies et de cette intelligence collective qu'il faut avoir sur les territoires et complémentaire. Je suis quelqu'un qui est très, très attaché à l'idée qu'il faut aussi arrêter d'opposer l'État et les collectivités territoriales. Il y a des gens qui font commerce de ça assez facilement. Je crois que ce que nous vivons ce matin, montre que chacun a son rôle et que c'est la synergie de tous les acteurs qui permet de développer les territoires. Pour en revenir à Petite Ville de demain, il y en a 37 dans le département du Calvados. Et ce qui est important, c'est que nous accompagnons toutes ces villes avec des chefs de projet
qui sont pris en charge par l'État à 75%. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'ingénierie, si je puis dire. Et là, alors bien sûr, l'ingénierie, c'est aussi les services de l'État qui sont sur les territoires. Par exemple, et vous avez cité, Madame, tout à l'heure, la DDT de votre département. Ici, on rajoute un M. Alors, ah voilà, très bien. Qui joue un rôle fondamental. Et puis, bien sûr, il y a aussi, alors je ne connais pas le détail ici dans le département du Calvados, mais il y a parfois aussi des agences d'urbanisme. Enfin, je sais quand même que la présidente est devant moi, Sonia, puisque Philippe m'a dit que tu étais présidente de l'OCAM. Je lis mon papier parce que je ne veux pas faire de bêtises. Les agences d'urbanisme. Il y a des services d'ingénierie dans les intercommunalités. Et je remercie aussi au passage la manière dont vous avez tous parlé de l'intercommunalité positivement, parce que ça aussi c'est un autre combat que je mène, c'est-à-dire la complémentarité des communes et de l'intercommunalité, ne serait-ce que parce que les intercommunalités, justement, c'est les communes rassemblées. J'aime beaucoup l'expression de Jean-Pierre Chevènement qui disait toujours les coopératives de communes. Mais en fait, c'est ça. Et je crois que c'est très important de le rappeler. Vous l'avez dit, vous aussi, Madame. Et donc, je crois que cette ingénierie est très importante et elle peut être complétée ici ou là sur certaines thématiques. C'est le rôle de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui permet d'apporter sur des sujets qui ne seraient pas présents sur un département, par exemple, je ne sais pas, dans le domaine hydraulique ou dans le domaine des routes, nous avons des partenariats avec d'autres services de l'État comme le CEREMA que vous connaissez sûrement aussi. Donc, il y a une volonté d'aider les collectivités territoriales, de les accompagner. Et ce qui est très important avec cette ingénierie, c'est aussi de respecter la volonté du projet des élus locaux. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, cher monsieur le directeur, il s'agit de partir des projets de territoire et de ne pas imposer une maquette toute faite qu'on aurait pensée au niveau national. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Vous montez votre projet. On est allé visiter tout à l'heure cet espace que vous voulez transformer en tiers-lieu avec beaucoup d'activités. Vous avez un projet sur la place, vous voulez déplacer votre marché, j'ai entendu tout cela. Et ce sont vos projets qui sont accompagnés et vous vous faites accompagner vous-même par des compétences techniques et des gens qui vous aident à chercher, à penser et à faire de la prospective sur l'évolution de votre commune. Donc tout cela est un tout. Et c'est bien sûr quelque chose de très important et toujours, finalement, au service des habitants qui vous ont fait confiance et qui comptent sur vous, bien sûr, pour développer votre territoire. Alors, bien sûr, tout le monde saura maintenant que le POPSU est un mot, un acronyme très connu, que tout ça est aussi lié au plan d'urbanisme et de construction architecturale, le PUCA, et tout ça est lié aussi à la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, la DGALN. Je vous le dis parce qu'ils sont toujours contents quand je les cite, parce qu'autrement, ils se disent on est en suspension, voilà. Je crois que tout cela est très important. Alors, je voulais vous dire aussi qu'il y a quelque chose qui est très important, et ce département, je sais, est en pointe, c'est le numérique. Vous en avez parlé tous, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui sans le numérique. Et la crise de la Covid l'a montré, avec le développement du télétravail, l'obligation pour les étudiants de suivre en visio les cours, etc., la télémédecine, etc. Je crois que c'est très important, et le département du Calvados, qui porte lui-même ce développement du numérique avec l'aide de l'État, bien évidemment. Ça fait partie aussi du plan de relance et quelque chose de très important et permet justement d'apporter cette équité dans les territoires. Je crois qu'il faut
le dire. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, je ne sais plus les uns et les autres, tout à l'heure, parce que, au fond, je crois qu'on est arrivé à l'idée, désormais, chez les élus, qui le comprennent, c'est qu'on doit faire plus pour certains territoires que d'autres. Parce qu'il y a des territoires qui sont plus en souffrance que d'autres. Il y a des territoires où le service public a davantage reculé ces dernières années et où les demandes sont plus importantes. Et je crois qu'on est arrivé maintenant à cette compréhension. C'est pas pour tout le monde, hein, je le dis encore. Il y a des gens qui pensent encore que l'idée, vous savez, cette idée d'égalité républicaine fait qu'on doit faire partout exactement le même soutien, etc. Je crois que ça existe encore. J'ai vu ça lorsque j'ai proposé, puisque vous me parliez des lois qui allaient venir, lorsque j'ai proposé au Sénat le projet de loi organique qui permet de faire des expérimentations sur les territoires beaucoup plus facilement et qui mène au fond à une politique de différenciation. Ça a été très largement voté, n'est-ce pas, Sonia, par le Sénat, mais il y a encore eu quelques résistances, pour les nommer, c'est le groupe communiste, au nom, justement, de cette idée qu'il fallait toujours faire la même chose partout sur le territoire, que c'était la garantie de l'égalité. Et au fond, quand on regarde aujourd'hui l'état de la France, on sait bien que ce n'est pas vrai. Et donc, on sait bien qu'au contraire, il faut faire de la différenciation pour, ramener l'égalité là où cela n'existe plus. Je crois que, je suis très attachée à cela. La loi va venir bientôt à l'Assemblée nationale, au mois de mars, pour le projet de loi organique. Et quant au projet de loi dit 4D, le Premier ministre a annoncé samedi à Orléans, lors de la signature du contrat de plan État-région, qu'il serait envoyé au Conseil d'État là, en début de semaine, et qu'il passerait au Conseil des ministres au printemps. Alors, vous savez, chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Et nous avançons, et dans un moment où, effectivement, le calendrier est un peu embouteillé, mais il faut toujours savoir avancer avec prudence, mais ténacité. Voilà. Écoutez, vraiment, merci. Alors maintenant, je vais annoncer, parce que les lauréats, est-ce que vous voulez les annoncer avec moi, cher ami? Non, c'est moi qui les annonce. Alors, les lauréats sont donc... Il n'y a pas de roulement de tambour. Pas comme au ministère de l'Intérieur. Alors, à tout seigneur, tout honneur, bien sûr. Donc, Caumont-sur-Orge. Voilà. Chauny, qui se trouve dans l'Aisne. Dieu-le-Fit dans la Drôme. L'étang Salé, l'île de la Réunion. Guingamp, en Côte d'Armor, naturellement. Martel, dans le Lot. La communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne, en Charente. Le Teil en Ardèche, mon cher Philippe. Thizy-les-Bourgs dans le Rhône. La vallée de la Roya, qui en a bien besoin, dans les Alpes-Maritimes. La communauté de communes de la Haute-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Le Porge en Gironde, la communauté de communes Pays des Écrins dans les Hautes-Alpes. Alors, le PNR, le Parc national régional des Baronnies provençales, qui est à cheval sur 2 régions,
à la fois Auvergne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et enfin, Volonne, dans les Alpes de Haute-Provence. J'ai commencé et j'ai fini, voilà. Alors, je ne peux pas, malheureusement, détailler les projets de chacune d'entre elles, mais je veux seulement saluer la diversité de ces villes, géographiques, bien sûr, mais également en termes de taille, de nombre d'habitants, de dynamisme économique, et bien sûr, avec des projets très différents, puisque chacun a mis en avant ses préoccupations, et c'est cela, bien sûr, qui est très important. Sur ces 15 villes, il y en a 10 qui sont intégrées dans Petites Villes de demain et vont donc bénéficier du programme POPSU Territoire à l'échelle des petites villes. Et le programme POPSU Métropole, lui, vit déjà sa vie et a déjà fait ses preuves. Je vous remercie donc tous pour votre participation. Vous dire que parfois on est content que les intuitions que l'on a et, comment dire, les démarches que l'on développe au niveau national, eh bien, on est très content quand on vient sur le terrain de voir que ça marche, que c'est une réalité, que l'État s'en occupe, merci Philippe, avec beaucoup de volonté et de dynamisme, et que les élus locaux sont là, à l'écoute, participatifs, constructifs pour leur ville et leur village et leur communauté de communes. Alors vraiment merci, parce que ça fait chaud au cœur, je vous le dis, de voir que la chaîne fonctionne. Voilà. Et au fond, c'est cela, parfois dans la vie politique au sens large, c'est qu'au fond, la parole nationale soit vérifiée localement. C'est quand même très agréable et je vous en remercie.